Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc nous allons maintenant étudier l'effet Hall. Alors, Hall c'est HA2L. Alors, on a donc un conducteur électrique auquel on applique un champ électrique, une tension, il y a un courant qui circule, et on applique un champ magnétique. Dans ce cas-là, l'électromagnétisme montre que l'électron, lorsqu'il se déplace entre deux chocs, subit une accélération A, telle que la masse fois l'accélération est égale à la force qu'il subit, qui est donnée par moins E, la charge électrique, fois E, le champ électrique, plus V croix B. Alors, ceci est le produit vectoriel, donc la force est à la fois proportionnelle à la vitesse fois le champ magnétique, il est à la fois perpendiculaire à la vitesse de l'électron et au champ magnétique. Donc si on a la vitesse comme ceci, le champ magnétique comme ceci, la force appliquée est comme ceci. Et c'est ce phénomène qui fait que les électrons, nous l'avions vu, spiralent autour des lignes de champ magnétique. Dans le cas d'un métal, la fréquence de collision est extrêmement élevée. Nous l'avons vu, le temps de parcours entre deux chocs est de l'ordre d'un 100 millième de milliardième de seconde. Donc la fréquence avec laquelle les chocs se produisent sont extrêmement élevées. Surtout qu'en plus leur vitesse est énorme, les électrons. La fréquence cyclotron, ce qu'on appelle la fréquence cyclotron, c'est-à-dire la fréquence avec laquelle les électrons tournent autour des lignes de champ magnétique, est donnée par E fois le champ magnétique divisé par la masse de l'électron. Et typiquement pour un métal, cette fréquence est beaucoup plus petite que la fréquence de collision. Ça veut dire qu'entre deux collisions, l'électron n'aura pas le temps d'être beaucoup dévié. Et donc la vitesse ne sera pratiquement pas modifiée, un petit peu. Donc dans les expressions, on peut remplacer la vitesse ici par celle que nous avons vue dans la vidéo précédente, obtenue par les calculs que nous avons vus. On effectue le calcul, on peut calculer, comme nous l'avions fait, la distance parcourue par l'électron, et à partir de là, on peut calculer le courant électrique dans la substance, dans le métal. On obtient que le courant est égal à sigma, donc la conductivité, fois le champ électrique, ça c'est ce que nous avions déjà vu, moins sigma sur H fois E, fois E croix B. Donc il y a un effet dû au champ magnétique. À nouveau, on a un produit vectoriel, donc l'effet est perpendiculaire à la fois au champ électrique et au champ magnétique. Alors, voyons ça sur un dessin. Donc, supposons que nous avons un conducteur qui est de type fil électrique, donc allongé. On a un champ électrique dans ce sens-là, qu'on appelle E égale E0. E0, le champ que l'on applique à la substance. Et un champ magnétique, B, perpendiculaire, ici, au plan du dessin. Les électrons, normalement, vont dans l'autre sens, puisque à cause de leur charge électrique négative, ils vont dans le sens opposé au champ électrique. Mais ici, du fait qu'il y a une déviation perpendiculaire aux deux champs, il y a une déviation dans ce sens-là, les électrons vont en oblique, en moyenne. Évidemment, ils ne peuvent pas aller indéfiniment en oblique, sinon ils sortiraient du fil électrique. Il y a donc une accumulation de charge sur les bords du conducteur. Une accumulation d'électrons qui donne une charge électrique négative d'un côté, et le manque d'électrons de l'autre côté provoque un excès d'ions par rapport aux électrons, donc une charge positive. Cette charge
implique l'existence d'un champ électrique et on a équilibre lorsque le champ E0, E, et un champ EH dû aux charges fait que les électrons, légèrement déviés par rapport au champ électrique, vont cette fois bien droit dans le conducteur électrique. Le champ EH est appelé champ de Hall, évidemment, et l'accumulation des charges ici provoque une tension électrique qui est mesurable avec un simple voltmètre et qui s'appelle tension de Hall. Alors, on peut facilement, en connaissant la déviation, on peut facilement calculer le champ électrique EH qui est nécessaire pour que les électrons aillent à nouveau bien droit, et on obtient que, après quelques calculs, que EH est égal à 1 à moins 1 sur NE, N la densité d'électrons, fois B croix J. Toujours produit vectoriel. Champ électrique croix le courant. Et ceci est appelé le coefficient de Hall. Si on effectue la vérification expérimentale, on peut mesurer les champs magnétiques, on peut mesurer les tensions électriques, le courant, etc. Et comparer aux valeurs théoriques du coefficient de Hall, on obtient des résultats qui sont conformes à l'expérience. Notons que ce phénomène est d'ailleurs souvent utilisé pour mesurer le champ magnétique. Il suffit de mesurer la tension de part et d'autre du fil, et automatiquement, on a une mesure du champ magnétique présent. On les appelle sondes à effet Hall. Beaucoup de magnétomètres fonctionnent sur ce principe. Voilà pour la conduction. Alors, passons maintenant à la conduction électrique, passons maintenant à la conduction thermique, donc le transfert de chaleur par les conducteurs électriques. Alors, dans beaucoup de substances, la chaleur est transmise par les phonons, donc les vibrations des atomes dans la matière, et les propagations de ces phonons à travers le matériau transportent de l'énergie, et donc l'énergie thermique, la chaleur. Mais dans un conducteur métallique, un conducteur électrique, on a aussi les électrons libres. Or, ceux-ci, nous l'avons vu, se propagent à très grande vitesse. Et de fait, ces électrons transmettent beaucoup mieux la chaleur que les phonons. Ceci explique qu'un métal, qui est un bon conducteur électrique, soit aussi un bon conducteur thermique. Une brique de terre cuite transmet très mal, est un bon isolant électrique, mais elle transmet aussi très mal la chaleur. Vous pouvez prendre la brique, plonger l'extrémité dans du feu, sans problème. Si vous prenez une tige métallique et que vous la plongez dans du feu, très vite la tige va devenir brûlante et ne pourra plus être tenue. Donc les métaux sont de bons conducteurs thermiques. Alors on peut effectuer le calcul en utilisant la théorie classique de la cinétique des gaz, puisque nous l'avons vu, les électrons se comportent grosso modo comme un gaz d'électrons libres, et la théorie cinétique des gaz permet de calculer la conductivité thermique. On améliore ce calcul en utilisant la statistique de Maxwell-Boltzmann. Fermi-Dirac n'est pas nécessaire à ce stade, et on obtient une conductivité thermique qui est donnée par pi carré sur 3 fois m tau petit k au carré. Là c'est grand K, et là petit k au carré, la constante de Boltzmann, divisé par m fois la température T. Là aussi, c'est bien vérifié expérimentalement. Et alors, puisque cette conductivité thermique est reliée à la conductivité électrique, aux électrons,
on a automatiquement l'idée de dire que les deux doivent varier ensemble. Alors, on construit ce qu'on appelle le nombre de Lorentz. C'est Lorentz qui a imaginé cette valeur, L, qui est donnée par le rapport de la conductivité thermique, grand K, divisé par la conductivité électrique. Comme la conductivité thermique dépend de la température, on divise aussi par la température. Et en prenant les résultats que nous avions vus pour la conductivité électrique et ici pour la conductivité thermique, on trouve que c'est égal à pi carré sur 3 fois petit k au carré divisé par E au carré, la charge électrique. Et c'est donc une constante. C'est une constante qui est égale à 2,44 fois 10 exposant moins 8 en unité standard. C'est donc une constante qui devrait être valable pour tous les métaux. Effectivement, quand on mesure les conductivités sur différents métaux, même si leur conductivité peut varier de manière notable, le rapport des conductivités donne un résultat qui correspond très bien et qui est très proche de ce nombre de Lorentz. Les différences viennent d'une part de simplification du modèle de Drude, et d'autre part du fait que, ici, nous n'avons pas tenu compte des phonons qui transmettent quand même un peu de chaleur. Voilà, on finit ici avec ces histoires de conductivité. Nous allons maintenant voir une application de tout ça. Une application, dans la prochaine vidéo, nous allons voir une application de ces théories sur les électrons dans les matériaux conducteurs. Et nous allons nous attaquer à quelque chose de particulièrement exotique, à savoir les naines blanches. Je vous remercie.